Bonjour à tous, je vous remercie d'être présents pour ce webinaire service qui est dédié à l'agriculture de précision et notamment le raisonnement et le pilotage de la fertilisation azotée par satellite. À mes côtés aujourd'hui, on a Monsieur François Duboeuf de Wanaka. François, je vais te laisser te présenter, s'il te plaît. Bonjour à tous, merci de votre attention et de votre présence. Donc François Duboeuf et je suis directeur agronomique chez Wanaka, donc je pilote tout ce qui est agronomie, innovation, R&D, etc. Je vais me présenter également. Donc, je suis Sandra Bourboun, je suis adjointe chef de marché au service agronomie, conseil et innovation chez Soufflet Agriculture. Et je m'occupe de tous les services et les outils d'aide à la décision qui sont en lien avec la fertilisation azotée. Donc, pour ce webinaire aujourd'hui, on va aborder plusieurs points. François, je te laisse passer la diapo, s'il te plaît. Donc on va faire un rapide bilan sur la campagne colza chez Soufflet Agriculture. Je vais faire des rappels de base sur la fertilisation azotée sur céréales et notamment comment bien fertiliser ces céréales. Je vais vous présenter les méthodes utilisées par Wanaka. Les méthodes diffèrent selon le stade, vous allez voir. Voilà, et on va rapidement comprendre et apprendre à présenter les principales variables du résultat et surtout comment interpréter un conseil en pilotage sur céréales. Donc j'ai préparé deux exemples extrêmes d'un conseil faible et d'un conseil fort. Donc on verra qu'est-ce qui fait varier le plus ça sur céréales. Et ensuite, Sandra vous présentera les offres chez Soufflet Agriculture. Donc un rapide bilan de campagne colza de 2025. Par rapport à l'année dernière, il y a une légère baisse des commandes colza pilotées. Ça s'explique par plusieurs facteurs et notamment une baisse des sols colza. Rapidement, si on compare les résultats moyens entre 2024 et 2025, on s'aperçoit que l'azote préconisé est en baisse cette année, c'est-à-dire qu'en gros, on a fait des conseils un peu plus faibles cette année. Et on s'aperçoit également que les biomasses entrée-hiver et sortie-hiver sont relativement plus importantes cette année. On s'aperçoit qu'on a une baisse d'azote conseillée de plus de 11%. Et ça s'explique principalement par une hausse importante des biomasses entrée et sortie hiver 2025, et notamment des biomasses sorties hiver. Je vous rappelle que cette dernière est prédominante dans le calcul du conseil, puisque plus on a de biomasse sortie hiver, plus ça veut dire que votre colza a absorbé déjà de l'azote, 65 unités par kilo de matière verte. Et donc, ces besoins déjà comblés par le colza seront déduits des besoins totaux à apporter. En 2024, on avait 48% des biomasses sorties hiver qui étaient supérieures à 1,5 kg au mètre carré. Et cette année, on a 67% des biomasses. Donc, vous voyez qu'on a quasiment 20% de plus des biomasses sorties hiver qui sont supérieures à 1,5 kg par mètre carré cet hiver. Voilà, ce qui explique bien qu'on ait une baisse des conseils et on a des colzas qui ont profité de la douceur hivernale, pour bien se développer. Alors, ils étaient bien implantés et se sont en général bien développés également. Après ce rapide bilan colza, et on va passer sur la fertilisation des céréales, qui est le principal sujet de ce webinaire. Rapidement, quelques constantes. Les besoins des blés et des orges sont calculés chez Wanaka pour faire un pilotage à partir d'une projection de leur biomasse. Et on va modéliser le potentiel de rendement de la parcelle. Voilà, il faut bien faire la différence entre la modélisation du potentiel de rendement que l'on réalise avec l'objectif de rendement du PPF, ce qui n'est pas du tout la même chose. Pour rappel, dans notre méthode de pilotage, on n'utilise pas du tout et on ne retient pas l'objectif de rendement, mais on va bien calculer et modéliser un nouveau potentiel de rendement de la parcelle. Une autre constante que l'on va beaucoup utiliser dans les conseils, comme on va le voir dans les exemples, c'est le BQ de la variété.
Le BQ de la variété pour les blés sont extrêmement variables selon la variété. Ça peut aller d'un BQ de 8 à un BQ de 4,2. Donc au niveau du besoin du blé, ça va effectivement énormément changer. Voilà, la variété d'un blé extrêmement variable, c'est contrairement au colza. Au colza, quelle que soit la variété pour les colzas de consommation, on va retenir 7 unités d'azote par quintal de rendement. Et les orges fourragées qui ont un BQ unique également de 2,5. Voilà, et les orges de brasserie 2,3. Voilà, mais sur les blés, c'est extrêmement variable. Le BQ, rapidement, qu'est-ce que c'est? Le petit B, ça représente les besoins unitaires en azote pour produire un quintal. Et le coefficient Q a été rajouté il y a une dizaine d'années. C'est un complément pour aller viser la qualité, donc le taux de protéines, et notamment en fin de cycle, comme on le verra à partir de 3,2. Donc rapidement, un blé tendre moyen qui a 3 de BQ, pour produire 80 quintaux, on va simplement multiplier le rendement modélisé par 3 pour avoir 240 unités voilà, de besoin pour arriver à ces quintals, à ces quintaux, pardon. Voilà, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que vous allez voir dans la méthode, on va être obligé de mesurer, d'avoir 2 mesures bien distinctes, parce qu'entre la biomasse du blé et de l'orge et l'azote absorbé, on n'a pas de relation, comme sur le colza. Sur le colza, on a une relation entre la biomasse et l'azote absorbé. En sortie d'hiver, on sait qu'un kilo de biomasse de colza, ça fait 65 unités d'absorbé. Ce n'est pas du tout vrai sur le blé et l'orge, donc on établit pour les céréales un diagnostic de nutrition complet, et on doit donc mesurer de façon distincte la biomasse et l'azote absorbé. C'est ces deux valeurs qui sont primordiales dans la réalisation du conseil et dans la détermination de l'azote restant à apporter. Quelques rappels de bonnes pratiques et également un petit peu pour casser des idées reçues. Une dose de 40 unités à talage est dans la plupart des cas suffisante à la reprise de végétation en sortie hiver. Dans certains cas, cet apportage, on le retarde, voire on fait une impasse dessus, parce que le blé n'en a pas forcément, les céréales n'en ont pas forcément besoin. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un apport attelage ne compense pas un peuplement insuffisant. S'il y a eu des difficultés de levée de semis, des choses comme ça, c'est pas l'apport attelage qui va rattraper ça. Et idem, un apport attelage ne compense pas un nombre de tales insuffisant. Les tales, et notamment les tales primaires qui nous intéressent pour faire les épis, ces tales primaires-là, ils sont faits pendant l'hiver avec les degrés jour et les durées d'ensoleillement. Donc, arrivé à talage, s'il manque d'étal primaire, l'apport à talage ne va rien changer à cette situation. Et au contraire, un excès d'apport à talage va favoriser un tas d'inconvénients, et notamment les maladies cryptogamiques. L'inverse, l'étal secondaire. Alors, l'étal secondaire, ce sont des tales qui vont venir en plus à chaque fois qu'on va amener de l'azote. Donc, comme vous pouvez le voir sur le graphique, les tales secondaires en violet, ce sont les colonnes de droite, vont venir se développer dès 20 unités de talage jusqu'à 60 unités de talage, unités d'azote apportées à talage. Et ces tales secondaires, non seulement ils ne vont pas produire d'épis, mais en plus ils vont venir concurrencer les tales primaires en pompant l'azote et l'eau à leur place. Donc les tales secondaires, c'est vraiment un concurrent à votre rendement, et il faut tout faire pour surtout pas les favoriser. Et on voit bien que selon cette étude d'Arvalis, quand on va apporter trop d'azote au talage, on va favoriser ces tales secondaires et concurrencer les tales primaires. Donc on va également déséquilibrer la plante en termes de matière sèche fructification. On verra dans les apports suivants que tout ce que vous allez amener en fait avant 3 nœuds, ça va venir favoriser la matière sèche du blé et pas forcément la fructification. Et puis vous allez aussi déséquilibrer chimiquement votre sol, parce que l'azote est un élément très réducteur et qui va venir en excès bloquer les échanges entre votre plante et votre sol d'éléments chimiques dont la plante a besoin. En gros, l'idée qu'il faut bien garder, c'est que l'azote, il faut le garder pour la protéine, et que attelage, c'est pas forcément intéressant d'en mettre ou d'en mettre beaucoup. Au contraire, c'est même contre-productif, donc il vaut mieux compenser et garder cet azote pour la protéine en fin de cycle.
Ensuite, quand le deuxième apport éventuel, CA épi 1 centimètre. Donc cet apport-là, il est primordial. On dit qu'il faut apporter au minimum 80 unités. En règle générale, il faut apporter 2/3 de la dose prévisionnelle sur ce stade-là. Donc au-delà de 100, 120 unités, il faut fractionner l'apport pour une bonne assimilation. Souvent, il faut encadrer ce stade épi 1 centimètre. On dit que c'est 80 unités minimum. Vous voyez que si on a fait l'impasse sur les 40 unités de talage, 40 plus 80, on arrive à 120 unités qu'on peut apporter en 2 fois, une dizaine de jours avant, une dizaine de jours après, et puis 1 centimètre pour une bonne assimilation. Donc le premier apport, au lieu de le faire à talage, on peut le décaler sur fin talage, c'est ce que je vous disais avant. C'est-à-dire que souvent, il vaut mieux le décaler et puis l'additionner à cette dose d'épi 1 centimètre pour ensuite le fractionner. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir de ce stade, la plante commence à absorber jusqu'à 3,5 kg d'azote par jour, par unité, par hectare. 3,5 kg d'unité ou de kilo d'azote par jour et par hectare. C'est là qu'il va avoir un besoin très important pour faire sa biomasse, sa matière verte. Le dernier apport dans une stratégie, 3 apports avec éventuellement un fractionnement, il doit être effectué à partir de 3 nœuds et pas avant. Parce qu'il y a des gros changements physiologiques qui s'opèrent dans la plante à partir de 3 nœuds. Et ces changements physiologiques-là, ils jouent énormément sur l'absorption de votre azote. Donc à partir de ce stade, la plante, elle absorbe 7 kg d'azote par jour et par hectare. Vous voyez que c'est le double de épi 1 centimètre. Et c'est vraiment, la plante va venir vraiment commencer à absorber beaucoup, beaucoup d'azote à ce stade-là. Et c'est aussi à partir de ce stade que la production de grains et la teneur en protéines est en jeu. Un apport de l'ordre de 40 à 80 unités à ce stade-là, ça va améliorer le rendement de 3 à 5 quintaux hectares. Mais la teneur en protéines, elle, va être augmentée de 0,3 à 0,5%, ce qui n'est pas du tout le cas avant ces 3 nœuds. Donc il faut bien apporter à 3 nœuds ce dernier apport. Et si on apporte avant, on va plus favoriser un rendement et en gros diluer la protéine dans le grain et avoir des baisses de taux de protéines si on apporte trop tôt. C'est également à partir de ce stade que le transfert d'azote vers les feuilles du haut et le grain est le plus rapide. Si vous apportez un peu avant 3 nœuds, vous allez perdre de cette assimilation. Vous allez plutôt favoriser les feuilles du bas qui ne servent en gros plus à rien après 3 nœuds. Donc il faut vraiment viser un apport après 3 nœuds pour venir nourrir ces feuilles du haut qui vont, je vous rappelle, faire 80% de la photosynthèse et le remplissage du grain, 80 à 90% si on parle des 2 dernières feuilles. Donc il faut vraiment favoriser le nourrissage et les remplissages de ces feuilles pour avoir une bonne fructification et un bon taux de protéines. Voilà, et bien évidemment, cet apport, s'il est important, il peut être fractionné. Si on a des doses supérieures à 60 unités, on va préconiser un fractionnement de 2/3, 1/3 et se garder 1/3 pour, en cas de bonnes conditions climatiques d'absorption, de venir amener ce dernier apport fractionné. On a des variantes selon les régions qui sont d'apporter non pas à 3 nœuds mais à 2 nœuds, puis à DFE. Voilà, donc on vous propose bien évidemment un pilotage à partir de 2 nœuds, puis ensuite à DFE. C'est une stratégie 4 rapports avec éventuellement un fractionnement parce que le dernier rapport à DFE peut également être fractionné en cas de dose importante. Ces 4 rapports avec éventuellement un fractionnement, ils sont prévus dans des sols profonds ou des besoins de blé, très élevés ou très performants. Donc, ce qui est important de retenir sur cette diapo, c'est qu'il faut vraiment respecter les périodes des besoins de la culture pour une bonne assimilation de l'azote, parce que physiologiquement, votre céréale, elle n'a pas du tout les mêmes taux d'absorption avant 3 nœuds et après 3 nœuds. Souvent, par rapport à ces apports à 3 nœuds, on a des objections sur des conditions de sèche qui peuvent être rencontrées sur la fin de cycle. Alors ça, c'est pareil, c'est une idée de reçu que je vais battre en brèche avec également une étude d'Invalis. C'est que généralement, les apports d'engrais azotés qu'on effectue en fin de cycle à partir de mi-avril jusqu'à début mai, ils bénéficient en général de cumuls de pluie propices à leur valorisation. Dans la majorité des régions céréalières, la probabilité d'avoir les 15 mm d'eau pour arriver à valoriser ces apports de céréales, eh ben, ils arrivent
ils arrivent sur fin avril et début mai. Donc ces cartes, elles représentent les cumuls de la probabilité en fait d'avoir un cumul de 15 millimètres d'eau après son dernier apport d'azote. Et donc vous voyez que la carte la plus favorable en France, avec la probabilité la plus favorable en France d'avoir ces 15 millimètres d'eau, bah, c'est la dernière. C'est les périodes du 20 avril au 5 mai. Vous avez des régions, bien évidemment, si on parle de l'Auvergne et du Sud-Est, qui sont plutôt défavorisées, mais elles le sont défavorisées sur toutes les périodes. C'est-à-dire qu'en gros, vous n'aurez pas plus de probabilité dans le Jura d'avoir un cumul de précipitations au 15 mars plutôt qu'au 15 avril. Donc il vaut mieux effectivement viser, quelle que soit la région, après le 20 avril pour ces derniers rapports et pour avoir le plus fort taux de probabilité d'avoir ces 15 millimètres d'eau de cumul pour venir absorber son dernier rapport. Et l'idée de cette diapo, c'est de vous montrer qu'il faut vraiment s'assurer de la bonne assimilation de l'azote. Et il faut attendre les bonnes conditions météo par rapport aux conditions physiologiques de votre blé. Et c'est vrai qu'on a tendance un peu à se précipiter sur les premières conditions météo qui nous paraissent favorables, mais souvent on est on est autour du 15 avril et c'est physiologiquement, on est plutôt sur des stades de nœuds de blé plutôt que sur des stades 3 nœuds et après. Les différentes méthodes de Wanaka. Donc, Wanaka va vous accompagner tout le long du cycle de votre blé d'étalage avec des ajustements de dose pivot. Jusqu'à 2 nœuds, on n'a pas assez de biomasse pour faire une méthode de pilotage et de diagnostic de nutrition azotée. Donc, on va utiliser un ajustement de dose pivot. L'ajustement de dose pivot, c'est une méthode statistique qui va nous permettre de comparer la parcelle à ces parcelles qui l'entourent, qui ont les mêmes dates de semis, les mêmes variétés de précocité, etc. Et on va comparer l'indice foliaire de la parcelle. Ça, c'est une méthode qu'on va appliquer jusqu'à épi 1 cm. Quand l'indice sera faible, on va compenser avec une dose d'azote plus forte. Et quand l'indice sera fort, on va diminuer avec une dose d'azote plus faible. Sur ces stades-là, on vous fait donc cet ajustement de dose pivot. On va également vous faire une carte de modulation qu'on va appeler par compensation. C'est-à-dire que la carte de modulation va venir appliquer le plus d'azote dans les zones les plus faibles pour essayer de rattraper ce retard de végétation de la culture. Ensuite, à partir de 2 nœuds, on va faire un diagnostic de nutrition azotée complet de la plante. Donc ça, c'est de 2 nœuds, comme je vous l'ai expliqué, jusqu'à dernière feuille et gonflement. On peut appliquer ces apports-là. Donc quand on est en stratégie 3 apports, ça va être 4 apports, ça va être un pilotage à 2 nœuds et un dernier pilotage à DFE qui sera éventuellement fractionné en 2 fois. Et en stratégie 3 apports, je vous l'ai expliqué, ça sera plutôt au stade pilotage à 3 nœuds avec éventuellement un fractionnement de ce dernier rapport-là jusqu'à gonflement pour apporter les dernières doses d'azote. Donc pour faire cette méthode-là, pour réaliser cette méthode-là, on va s'appliquer à aller chercher des données de télédétection pour calculer la biomasse du blé, ce qu'on appelle l'indice de couverture foliaire qui va être déterminé à partir d'une photo satellite. Cette biomasse, c'est également votre potentiel de blé. Je vous parlais tout à l'heure de projeter et de modéliser un potentiel de rendement sur la parcelle. On va le faire à partir de cette biomasse. Et c'est également ce qu'on appelle la taille du ventre du blé, parce que c'est avec ça qu'il se nourrit. Avec une petite biomasse, il ne pourra pas beaucoup se nourrir. Par contre, avec une grosse biomasse qui a un gros potentiel, il pourra beaucoup se nourrir. Donc la détermination de cette biomasse, elle est importante. Et je vous le disais en préambule également par rapport aux méthodes utilisées, on n'a pas de relation entre la biomasse et l'azote absorbé. Donc on va faire une deuxième mesure qui est l'indice de statut azoté. Cette deuxième mesure, elle va nous donner l'azote absorbé dans la plante et c'est un petit peu l'appétit de la plante. Donc avec la biomasse, on a la taille du ventre et avec l'azote absorbé, on a son appétit. Et on va bien évidemment croiser les deux, comme on va le voir un peu plus loin. Je vous l'ai dit, donc on va projeter le potentiel de rendement pour déterminer les besoins de la plante. Si on a une projection sur un très bon rendement de 100 quintaux avec un BQ d'une variété qui est à 3,2 par exemple, et ben, les besoins vont être déterminés à 320 unités. Voilà, c'est cette projection de potentiel de rendement multipliée par le BQ qui va nous donner le besoin total du blé. Ce besoin total, il va nous permettre, on va le retrancher de l'azote qu'a déjà absorbé la plante et ça va nous donner la dose restante à mettre
Voilà. Et on va croiser, comme vous allez voir après, la taille du ventre avec l'appétit de la plante, parce qu'on va voir que vous pouvez avoir des gros ventres avec des gros potentiels, mais vides, donc avec des gros besoins, mais vous pouvez aussi avoir des gros ventres complètement pleins avec des petits besoins, et à l'inverse, vous avez des petits ventres qui sont complètement vides avec des besoins moyens, et des petits ventres qui sont complètement pleins avec des besoins très faibles. Donc, on va aborder cette partie-là, après la partie théorique, de façon très pratique. Comment interpréter des résultats de conseils? Donc, je vous ai préparé 2 conseils extrêmes, un conseil très fort, et on va commencer par celui-là, et ensuite un conseil très faible, et on va voir qu'est-ce qui fait changer principalement le résultat. Donc, dans ce conseil très fort, ce qu'on va aller regarder en premier, je vous l'ai dit, le BQ est très important. Donc, on va aller regarder quel blé on a mis. Et là, c'est un blé améliorant. Donc, sur un blé améliorant, on va avoir des BQ très importants, supérieurs à 3,8. Ça peut monter jusqu'à 4,2. Donc, évidemment, quand on a un blé améliorant ou un blé dur ou un blé de force, il faut s'attendre à avoir des besoins importants. On va également regarder le stade. Donc là, on est sur un deuxième pilotage. On est sur le pilotage de la dose réserve. Principe, il y a déjà eu normalement un premier pilotage à 2,2 et là, on va repiloter la dose réserve. Donc, on est sur une fin de cycle. Et on va lui apporter ce qu'il faut pour aller faire et pour aller déterminer pour aller chercher son potentiel de rendement le plus haut possible. On va regarder bien évidemment la biomasse moyenne. Donc là, on a une biomasse sèche de 6 kg au mètre carré, ce qui est une biomasse très honorable pour un blé. On peut monter jusqu'à, sur ces stades-là, on peut monter jusqu'à 8 ou 9 tonnes dans des sols profonds, dans des conditions d'absorption et météo optimum. On peut monter jusqu'à 8-9 tonnes de biomasse trouvée sur ce stade-là. Mais 6 km ou 6 tonnes hectares, c'est déjà un très bon rendement. Puis donc ça, c'est la taille du ventre, hein, et puis on va s'attacher à l'azote absorbé, moyen. 135 unités, ce qui est pas mal, c'est déjà une bonne dose d'azote absorbée. Mais je vous l'ai dit, il faut croiser avec la taille du ventre pour savoir si le ventre il est vide ou s'il est plein. Bien évidemment, ça c'est l'azote absorbé hectare, mais par rapport à la biomasse, qu'est-ce que ça représente? Donc, de tête, rapidement, pour mesurer globalement un conseil, on fait un petit rapport. On va diviser l'azote absorbé par la biomasse, ce qui va nous donner un taux de remplissage, en gros, de cette biomasse. Et le taux de remplissage, là, il est des 22 unités par kilo. Donc, c'est vraiment pas beaucoup. Donc, on peut dire que c'est un gros ventre qui est plutôt très vide. Donc là, on va se dire, sur un blé améliorant, effectivement, les besoins ils vont être plutôt très élevés, puisque on se situe dans le petit tableau d'interprétation. Là, on va se situer sur une forte biomasse, donc colonne de droite, et un azote absorbé plutôt faible, donc ligne du bas. Voilà, donc on est sur des besoins très élevés, et ça est interprété par effectivement une dose à apporter de 100 unités sur le dernier rapport. Donc, comme je vous l'ai dit, cette dose-là, on va préconiser un fractionnement, donc 2 tiers, 1 tiers principalement, voilà, et on remettra 1 tiers si les conditions météo le permettent. A contrario, sur un conseil faible, on va aller regarder les mêmes constantes, les mêmes variables. Donc là, on est sur un blé tendre d'hiver moyen, donc on aura un BQ moyen autour de 3, donc des besoins bien moindres que ce qu'on a pu avoir sur l'exemple avant. On est toujours au même stade, donc c'est un pilotage fin de cycle. Et puis on va s'intéresser à la biomasse, 1 tonne 43 hectares, 1 kg 43 mètres carrés. C'est une biomasse très faible, hein. Vous voyez que par rapport aux 6 tonnes, 6 kg qu'on avait sur l'exemple d'avant, là on est sur une biomasse plutôt très faible. Donc je ne vous cache pas qu'une biomasse comme ça à DFE, ça montre un potentiel de rendement très faible. Donc c'est pas un blé sur quoi on ira chercher 80 quintaux, hein. On est plutôt sur un blé autour de 50 quintaux. 50 quintaux, donc bien évidemment, on ne s'attend pas à des besoins très élevés. On a de l'azote absorbé à 52 unités. Alors, ça peut paraître effectivement très faible par rapport aux 135 unités d'avant, mais encore une fois, on va faire le petit croisement avec la biomasse pour savoir si la biomasse est pleine ou vide. Et là, on tombe sur un taux de remplissage de 36 unités par kilo, ce qui est énorme. Ça veut dire que plus que les 2 tiers de la biomasse sont remplis d'azote finalement. Donc, il reste peu de place dans le ventre pour aller remettre de l'azote.
Donc, dans le petit tableau d'interprétation, eh ben, on va se trouver dans le cas contraire de tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va avoir une biomasse très faible, donc on va être sur la colonne de gauche, hein, sur la première colonne du tableau, et on a un taux de remplissage d'azote qui est plutôt très élevé, donc on va être sur la dernière ligne du haut, et sans surprise, on va être sur des besoins très faibles. Et le conseil sur cette parcelle-là était à 26 unités. Donc vous voyez que c'est plutôt très faible pour un dernier rapport. On a 26 unités donc à apporter sur cette parcelle-là. Donc pour résumer, voilà le petit tableau d'interprétation. Ce petit tableau d'interprétation, vous l'avez imprimé hein, sur les PDF de conseil pour bien l'avoir en tête. Sur les deux exemples qu'on avait, ben, on avait un deuxième exemple avec une biomasse faible et un azote absorbé important. Ça veut dire que le potentiel est faible et que le ventre est plein. Donc on va se situer sur cette case besoin très faible. Et on a vu que le rapport sur ces besoins très faibles, il est inférieur à 35. Le rapport azote absorbé sur biomasse est inférieur à 35 et supérieur à 35, pardon. Plus le rapport est haut, plus les besoins sont faibles. Et à contrario, sur une biomasse importante et azote absorbé plutôt faible, on a un potentiel fort et un ventre vide. Donc on était situé sur cette case besoin très élevé avec un rapport, azote absorbé biomasse qui est lui inférieur à 23. Donc c'est une biomasse qui est relativement vide et on va pouvoir apporter beaucoup d'azote. Voilà pour ma partie. On répondra aux questions à la fin, hein, il n'y a pas de souci. Oui. Vous pouvez les noter dans l'espace conversationnel et on en ouvrira à la fin les discussions pour les questions. Je vais maintenant passer la main à Sandra Merci pour François. les offres de prestations satellites. Voilà, Sandra, je déroule, tu me dis quand tu veux et je déroule. D'accord, Voilà. je te remercie. Donc concernant les prestations, je te laisse passer François. Je te laisse dérouler. Alors, donc, premièrement, on a l'offre simplifiée. Donc, pour ceux qui ne sont pas équipés de modulation, l'offre simplifiée peut se faire soit sur colza, soit sur du blé en dernier rapport. Elle permet de faire un pilotage simple. Et qu'est-ce qu'elle va nous permettre d'obtenir? Donc, une carte de répartition de biomasse. Et je t'en prie, François. Donc, la carte de répartition de biomasse, merci. Et le conseil sur la dose totale à épandre. On a aussi d'autres offres. Donc, c'est les offres de modulation. Et cette fois-ci, vous pouvez les faire sur colza, blé et orge. Sur colza, ça va nous permettre d'avoir un pilotage modulé. Sur du blé, on a 3 offres, donc à savoir l'offre essentielle qui permet de faire un pilotage modulé sur le dernier rapport. L'offre avancée permet de faire une modulation simple sur épi à 1 cm, plus un pilotage sur le dernier rapport. Et l'offre premium nous permet de faire une modulation seule pour les 2 premiers apports, plus donc un pilotage sur le dernier apport. Pour l'orge, on peut faire de la modulation et ou du pilotage sur le dernier apport. Il faut savoir que chez Soufflet Agriculture, donc nos offres par rapport aux tarifs, donc ça va varier en fonction des cultures, mais ça va varier aussi en fonction des hectares qui sont engagés. On a des paliers d'hectares qui vont de 0 à 20, de 20 à 50 et 50 et plus. Il faut savoir aussi que les surfaces qui sont engagées sur différentes cultures sont cumulables. Par exemple, si vous avez 10 hectares en colza, 20 hectares en blé, 15 hectares en orge, ça vous fait 45 hectares, ce qui vous fera passer automatiquement au palier du dessus avec les tarifs préférentiels qui vont avec. Nos tarifs de prestation donc, commencent à partir de 6,50 € et donc les prestations de modulation permettent d'avoir des cartes de répartition de biomasse, des conseils sur la dose moyenne ainsi que la quantité totale d'azote à épandre et aussi le fichier de modulation. Je te laisse passer, François. Et pour juste un petit rappel, Oui. si vos producteurs ils n'ont pas soldé encore leur colza, il n'est pas trop tard pour faire des conseils colza, Tout à puisque fait. toutes nos photos sont historisées, donc on peut très bien faire un conseil colza complet, entrée-sortie hiver. Donc n'hésitez pas. Alors, toutes nos offres aussi sont disponibles sur Farmy, sur farmy.com. Il vous suffit juste de cliquer, une fois connecté, de cliquer sur Explorer le catalogue. Je t'en prie, François. Explorer le catalogue, ensuite vous cliquez sur Service.
Ensuite, aide au pilotage agronomique et fertilisation. Et là, vous allez avoir la page qui regroupe toutes nos offres de prestations satellites en simplifié et en modulation. Ici, je vous ai mis la carte avec tous les arcs-services de votre région, ainsi que le numéro du service agronomie conseil innovation. N'hésitez pas à nous joindre si vous avez des questions, des interrogations, si vous avez besoin d'un accompagnement. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Sachez aussi qu'un replay de ce webinaire vous sera envoyé pour ceux qui voudraient revoir le webinaire, confirmer une information ou pour ceux qui n'ont pas pu malheureusement assister avec nous aujourd'hui. Je vous remercie pour votre participation et on va passer aux questions. Donc, n'hésitez pas dans la conversation à nous poser toutes vos questions. Pour poser des questions, vous avez soit l'espace conversationnel, soit vous avez une petite icône lever la main pour qu'on vous ouvre le micro. C'est comme vous le souhaitez. Petite icône lever la main, elle est en haut dans la barre à côté du nombre de participants. Et l'espace conversationnel, vous pouvez l'ouvrir juste à côté, à gauche de l'icône lever la main. Vous avez une petite bulle conversation pour l'ouvrir si vous voulez. Pour le moment, je n'ai rien. Ça veut dire que François, tu as été très clair. De toute manière, je suis dispo, voilà, pour répondre par mail. Vous pouvez m'appeler pour des choses un peu plus spécifiques. Sandra peut également centraliser des questions Tout à qui fait. viendraient a posteriori. Voilà, et puis vous connaissez tous, notamment Antoine qui tourne avec vous sur le terrain, qui peut également répondre à des interrogations. Voilà, mais sinon, vous Alors, n'hésitez pas. j'ai une question qui me dit comment passer une commande. Donc, pour passer commande, il suffit de soit contacter l'Arc Service ou soit nous contacter nous au service. Et puis, on vous envoie un mail qui récapitule toutes les informations dont on a besoin justement pour renseigner votre commande sur l'espace Wanaka. De rien. Un petit peu. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il me semble qu'il n'y en a pas d'autres. N'hésitez pas en tout cas. Bah, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va clôturer ce webinaire. Je vous remercie tous d'y avoir participé. Merci aussi François pour ta présentation. Je vous en Et prie. puis, n'hésitez pas à nous contacter en cas de besoin. Nous sommes là à votre service. Merci à tous. Bonne Merci journée. à tous et bonne journée à tout le monde. Au revoir. Au revoir.